Le problème qu'on rencontre, c'est que le concept d'unité est relatif. Il est susceptible de degrés et, pour ainsi dire, le concept d'unité, c'est une échelle de valeur. Tout est une unité et rien n'est une unité. Il n'y a que des degrés d'unité. Et ce qu'on entend par composition, si on part de ce principe qu'il n'y a que des degrés d'unité, on peut considérer qu'il y a un degré d'unité le plus haut, une unité absolue. Et quand on parle de composition, je crois que ce à quoi on se réfère, c'est au plus haut degré d'unité. C'est-à-dire ce à quoi rien ne peut être retranché ou ajouté, et ce dans quoi rien ne peut être modifié. Et c'est vrai que c'est l'idée qu'on se fait d'une très grande œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ni rien ajouter, ni rien changer, ni rien retrancher. Et il se trouve que ce degré d'unité ne peut pas être atteint dans la représentation d'un objet. Alors voilà le problème, comment il se pose. Comment est-ce qu'une œuvre d'art peut prétendre atteindre un degré d'unité, l'unité absolue, qui, j'essaierai de le montrer rapidement, qui échappe à toute représentation possible et à l'objectivité de toute façon comme telle. Alors voilà globalement l'itinéraire que je voudrais suivre. Je voudrais d'abord montrer l'aporie du concept objectif d'unité, ensuite me référer au cogito cartésien pour y voir une tentative de solution au problème, ensuite exposer la double nature phénoménologique du cogito, et là c'est évidemment un héritage en rien, l'idée ensuite d'infini chez Descartes à partir de cette duplicité du cogito et l'objection émise par Malebranche à l'idée d'infini chez Descartes. Et ensuite, je voudrais passer à une autre manière de concevoir l'unité que la représentation à partir du cogito, qui est l'horizon phénoménologique, et notamment l'horizon phénoménologique conçu comme auto-affection. Alors là, je dis ça pour mon ami Henrien, je deviens Henrien absolument orthodoxe et même complètement hors de Henri, où on essaie de comprendre l'affectivité comme horizon. Et à partir de là, montrer que la manifestation de l'absolu se comprend comme une structure spécifique de l'horizon affectif. Et puis ensuite, je reviendrai au concept de composition tel qu'il a été développé par Philippe Serres, comme occasion, élément, ordonnancement, pour essayer de le comprendre à partir de cette idée d'horizon phénoménologique affectif. Voilà, donc mon premier point, j'essaie d'être rapide là-dessus, sur les apories du concept objectif d'unité. L'aporie, elle tient à ce que la conscience d'une unité objective est corrélative d'une conscience thématique. C'est-à-dire que l'unité, c'est toujours l'unité de ce à quoi on pense. Et donc, dans ce sens-là, comme je le disais, l'unité, c'est une grandeur. C'est des conceptions qu'on trouve chez Aristote, chez un tas d'auteurs très classiques. Des choses très diverses peuvent être une unité. Un troupeau, c'est une unité. Une société, c'est une unité. Un corps organique, c'est une unité, etc. Un concept, c'est une unité. Et on voit bien qu'on a des degrés. Aristote dit une unité de simple contact, et puis une unité d'organisation, de forme, etc. Et donc, l'unité à son degré le plus haut présente trois caractéristiques. La nécessité du lien entre les parties, jusqu'à l'identification des parties. Ça, c'est le premier caractère. Le second caractère, la pleine détermination. C'est-à-dire que rien n'est indéterminé dans l'unité, puisque rien ne peut y être modifié. Et puis ensuite, l'indépendance ontologique. C'est-à-dire que l'unité est une unité parce qu'elle ne dépend de rien d'autre que d'elle-même. Et donc, en fait, c'est une définition de l'absolu. Nécessité du lien entre parties, pleine détermination et indépendance ontologique. Évidemment, donc, cette unité ne peut pas se manifester dans une représentation,
puisque aucun objet n'est donné dans une intuition pure. Toute conscience d'objet implique que ce qui est actuellement présent à l'esprit se réfère à des dimensions non actuelles. C'est la phénoménologie husserlienne classique, c'est-à-dire que si je vois un cube, en réalité, je vois actuellement 3 faces du cube, mais pour que cette information visuelle intuitive puisse avoir le sens d'être un cube, il faut, entre guillemets, que ma conscience ajoute les 3 faces non visibles du cube, qui sont donc une donnée non actuelle de la conscience, sans laquelle il n'y aurait pas, tout simplement pas d'objet, mais que des informations que ce que Kant appellerait le divers de l'intuition sensible. Alors, là, on rencontre le concept phénoménologique d'horizon. Ça veut dire tout simplement que toute conscience d'objet implique un horizon, c'est-à-dire que plus qu'on voit, comme dit Husserl, plus qu'on ne voit. C'est-à-dire qu'en plus de ce que nous voyons actuellement, nous avons présent à l'esprit une quantité de données non actuelles qui donnent son sens à ce que nous voyons. Bergson développe ça aussi de manière très simple. Si je suis dans cette chambre, c'est parce que je sais qu'autour il y a une maison, et là il y a le monde, etc. etc. Alors ce concept d'horizon, on peut le décliner, je crois, sous 3 degrés qui sont de plus en plus forts. Il y a ce premier sens qui est un peu emprunté à la phénoménologie, à la psychologie descriptive de l'époque, où on constate que quand je dis je vois ce micro, en fait, je vois ce micro, mais au milieu d'un tas de choses périphériques qui font que je le saisis dans son horizon, dans ce sens-là très, très intuitif. Ensuite, l'horizon peut être compris comme détermination, c'est-à-dire que quand je vois un objet, j'en saisis certains aspects, mais je pourrais en saisir une quantité d'autres aspects que je ne connais pas encore, et puis comme ça à l'infini, c'est-à-dire que je pourrais toujours saisir de nouveaux aspects de l'objet. C'est dans ce sens-là que Husserl dit que l'unité de l'objet est un pôle d'identité, mais qui n'est jamais achevé, et que donc l'horizon de la perception est un horizon infini. Je reviendrai là-dessus, je ne crois pas que ce soit totalement vrai, Husserl non plus d'ailleurs. Et puis enfin, le troisième point, la troisième compréhension de l'horizon, c'est l'horizon ontologique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on sait assez bien ce que c'est que l'être, parce que tous les êtres nous apparaissent toujours d'une certaine manière typique. Alors je prends un exemple justement là aussi tiré de la psychologie de l'époque qui est repris et un peu surinvesti par Husserl, qui dit par exemple on ne peut pas percevoir une couleur sans étendue ou l'étendue sans couleur. Et donc ça donne vraiment un degré d'unité extrêmement fort, parce qu'on ne peut pas concevoir, imaginer, on ne peut pas se représenter la dissociation de ces deux dimensions-là. Donc ça donne un degré d'unité très haut. Et contre ça, je me disais déjà que Husserl a tort pour la simple bonne raison que les aveugles perçoivent l'étendue, et ils l'aperçoivent sans couleur. Donc déjà de manière très bêtement empirique, en fait, cet exemple est faux. Et puis surtout parce que nous limitons en réalité, nous prenons pour absolument nécessaire nos structures de conscience, qui ne sont que des structures de conscience empiriques, d'une certaine manière. Nous sommes un genre d'être, mais on peut bien imaginer d'autres genres d'êtres qui ne seraient pas ponctuellement situés dans l'espace, d'ailleurs ce qui n'est pas notre cas en réalité. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses comme ça. Ou alors un être qui n'est pas situé dans le temps, la théologie le fait très bien. Et donc, en réalité, on voit que Husserl prend pour une nécessité ontologique ce qui, en fait, n'est que ce que j'appelle, je parle un peu en rien, des fois, une archi-empiricité, c'est-à-dire que de ça, on a l'habitude parce que c'est la conformation de notre être même. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que nous sommes capables de penser des formes d'être qui sont, alors c'est une pensée vide, bien sûr, mais c'est une pensée, des formes d'être qui n'ont pas la même structure ontologique que notre propre être. C'est-à-dire que nous sommes capables de penser, c'est le décentrement, nous sommes capables de penser l'être au-delà du genre d'être que nous sommes, et donc il y a un horizon ontologique qui s'ouvre, l'horizon de l'être,
Mais cet horizon, évidemment, pour nous, est une pensée vide. C'est précisément pour ça que c'est un horizon infini dans ce sens-là. J'y reviendrai à la fin de l'exposé. Donc, si on conçoit les choses comme ça veut dire que quand on considère un objet, cet objet est toujours dépassé par son horizon, dans le triple sens de l'horizon naturaliste, de l'horizon de détermination et de l'horizon de l'être. Et donc cet objet n'a aucune indépendance ontologique, n'a aucune dépendance phénoménologique. On ne peut pas le penser tout seul, isolé de tout le reste. C'est-à-dire que quand on voit un objet, eh ben c'est du Heidegger, Husserl, quand il parle de l'attitude naturelle, Heidegger dit une chose: je ne peux percevoir un objet que parce que déjà il y a le monde. Parce que l'objet a le sens d'être quelque part dans le monde, et si le monde ne m'est pas déjà présent à l'esprit, ben je ne peux pas avoir des objets. Et donc, d'où l'aporie de l'unité représentée. On ne peut pas se représenter l'unité au degré le plus haut, parce qu'on ne peut pas embrasser tout l'être dans une intuition. Alors, il y a une manière d'aborder la question qui est évidemment le cogito, qui va conditionner l'idée de l'infini chez Descartes. Et l'idée de l'infini, c'est bien la manifestation de l'absolu qui conditionne toute autre manifestation. Alors, il faut commencer par là. Si on s'en tient à la représentation comme mode d'apparaître, on finit par dire que l'absolu ne peut être qu'une idée régulatrice. Mais évidemment, là, ça a été exploité par tout un tas de penseurs, à commencer par Heidegger ou Michel Henry, mais enfin bien d'autres. Ça implique, et Kierkegaard avant eux, et Schopenhauer, ça implique que si l'absolu est une idée régulatrice, il faut bien qu'elle se soit déjà manifestée à l'esprit. L'idée régulatrice rend possible que nous ayons des idées. Et donc, elle se manifeste avant. Alors, c'est là qu'on voit apparaître le problème. C'est-à-dire que cette idée régulatrice rend possible les représentations, mais ne peut pas apparaître dans une représentation. Alors, on a deux solutions. Dire que c'est une idée régulatrice, donc on ne sait pas trop d'où elle sort, mais on la poursuit toujours sans pouvoir l'atteindre. Et puis, la solution logique qui s'impose, à mon sens, c'est que pour qu'on parle de l'efficience de l'idée régulatrice dans notre esprit, ça veut dire qu'elle s'est manifestée. Et si elle ne s'est pas manifestée dans une représentation, il faut bien qu'elle se manifeste autrement. Et donc, si elle se manifeste autrement, il faut évidemment poser une question, c'est qu'est-ce que ça veut dire se manifester? Et évidemment, je rends ici l'hommage qui lui est dû à Michel Henry, puisque, comme vous le savez, son grand livre manifeste s'appelle L'essence de la manifestation. Comme dit Philippe, je suis aussi un héritier de Michel Henry dans ce sens-là. Et Michel Henry a donné une réponse à ça, je vais y revenir. Michel Henry pense qu'il y a un mode de manifestation qui n'est pas la représentation, mais qui est ce qu'il appelle l'auto-affection. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je voudrais d'abord juste préciser un petit point sur ce qu'implique la révolution de pensée de la phénoménologie. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect dans lequel la phénoménologie est évidemment héritière de Kant. On sait que Kant voulait... le titre prévu pour la critique de la raison pure, c'était phénoménologie, le mot qu'il avait emprunté à Jean-Henri Lambert. Et évidemment, la grande révolution de pensée, là, c'est de considérer que l'unité de l'objet est l'œuvre de la conscience elle-même. C'est-à-dire que les objets n'ont pas d'unité propre, n'ont pas d'unité en eux-mêmes, mais que cette unité est une unité qui est constituée par la conscience. Donc ce n'est pas l'idée antique de la forme de l'objet, antique et médiévale et classique, de la forme de l'objet qui s'imprime dans l'âme, puisque ça implique que l'objet aurait déjà son unité propre. En réalité, cette unité de l'objet, elle est constituée par la conscience elle-même. Ça, c'est le premier point donc, qui est d'origine kantienne. Et puis, le deuxième point, c'est une certaine conception de la relation intentionnelle. Là aussi, il est bien connu que le concept d'intentionnalité est emprunté à la scolastique, mais évidemment, la manière husserlienne de concevoir l'intentionnalité est une manière qui rompt avec la causalité naturelle. On va le voir chez Descartes encore, il considère comme un héritier de la scolastique baroque que
la réalité objective de l'idée est un effet de la réalité formelle, et donc la réalité formelle est une cause, et la réalité objective, donc l'objet intentionnel, est un effet. Et donc il a une conception causaliste comme ça de la relation intentionnelle, et la phénoménologie rompt radicalement avec cette conception-là. La relation intentionnelle n'est pas une relation naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas le même genre de rapport entre ma conscience et cet objet, ou entre cet objet et un autre objet, qui est une relation, là, pour le coup, de causalité. Donc, pour approcher cette grande différence et ce changement de manière de penser, j'ai donc précisé le double sens du cogito. Le cogito découvre l'ego comme un étant auto-aperceptif. Cogito, ça veut dire que je m'aperçois que j'existe. Et au-delà de ça, non seulement l'ego s'aperçoit qu'il existe, mais en plus il n'est que ça. C'est-à-dire que l'ego, c'est le fait de s'apercevoir de sa propre existence, et ça constitue ce qu'on appelle une ipséité, c'est-à-dire un étant qui a un soi, et donc un étant qui peut dire je. Et donc le cogito, on peut le comprendre dans deux sens, et d'ailleurs c'est ce qui a conditionné toute l'histoire de l'interprétation du cogito, qui a été extrêmement conflictuelle entre des approches très très différentes. Au XXe siècle, on pourrait dire, c'est par exemple celle de Jean-Paul Sartre dans La liberté selon Descartes, dans Situation 2, et puis celle de Michel Henry, plus tardive dans sa publication, mais en réalité déjà présente au début de son œuvre. C'est de l'interprétation qui est publiée dans Généalogie de la psychanalyse, dans les 2 premiers chapitres, où il fait une interprétation du cogito. Donc le cogito, dans un premier sens, dans son sens fondamental, celui qui est privilégié par Michel Henry, c'est un fait d'expérience, c'est-à-dire quelque chose qu'on éprouve, qu'on vit, et ce fait d'expérience, c'est se sentir soi-même, ce que donc Michel Henry appelle auto-affection, mais qui plus précisément chez Descartes est ce que j'appellerais une auto-aperception, qui des fois chez Descartes est affective, des fois est purement noétique, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est que c'est une auto-aperception, bon, ce qui à mon avis ouvre la possibilité de l'interpréter comme une auto-affection, c'est-à-dire que le cogito, c'est une réalité qu'on vit de la même manière que quand on dit je me sens bien, je me sens mal, et pour que je me sente bien, que je me sens mal, ça veut dire surtout que je me sens être, je sens que je suis. Ça, c'est le premier sens du cogito, c'est-à-dire le cogito en tant que fait psychique, fait de l'auto-aperception. C'est un événement qui se produit, et donc c'est une réalité. Au deuxième sens, le cogito est une idée intentionnelle, c'est-à-dire que ça n'est pas le fait de ma pensée, c'est l'objet de ma pensée, ce à quoi je pense. Le cogito est toujours les deux. Il est immédiat. Il se trouve que ce fait d'être auto-aperceptif est immédiatement et de lui-même aussi la représentation de sa propre existence. C'est la découverte géniale de Descartes de comprendre que ce fait ontologique est à lui-même le propre fondement de la représentation de lui-même. Et donc, dans ce sens-là, le cogito, c'est « je pense que je suis », et c'est pas « je pense donc je suis », c'est là, à ce moment-là, c'est « je pense que je suis », en même temps qu'il se trouve que je suis en pensant. C'est tellement simple que c'en est embrouillé, en fait. C'est une évidence tellement primaire qu'il est assez compliqué de la concevoir dans ses articulations. Mais dans ce second sens où on ne parle plus de l'expérience elle-même, mais de l'idée qu'on a de cette expérience, en même temps qu'on la vit, la conscience apparaît comme quelque chose de vide. C'est l'idée de l'idée chez Spinoza, et c'est toujours Sartre qui est une belle référence pour cette interprétation du cogito, ce qu'il appelle le jeu de glace de la conscience, imaginant un peu comme un mètre cube d'infini, mais là c'est ces miroirs qui sont l'un en face de l'autre dans pas mal de halls d'immeubles parisiens, où voilà, on a à l'infini, et puis qu'est-ce qu'il y a dans cet infini? Ben, rien. Et donc, dans ce sens-là, c'est ce que dit Sartre quand il comprend le concept husserlien d'intentionnalité, il dit c'est un grand vide. Dedans, il y a un grand vide, il n'y a rien.
d'où l'être et le néant et le nihilisme qui en résulte. Donc le cogito a ce double sens. Et donc ce qu'il faut en tirer pour nous comme leçon ici, c'est que le fait de l'auto-aperception, se sentir soi-même, produit lui-même sa capacité à la référence intentionnelle. C'est-à-dire que me sentir moi-même, c'est toujours déjà aussi sentir autre chose, me projeter vers autre chose. Je ne peux pas me sentir moi-même sans que déjà ça fasse apparaître une réalité différente de moi. Je suis, je dirais, initialement, originairement projeté par ma propre existence dans quelque chose qui m'est étranger, c'est-à-dire ouvert à une altérité. Et ces deux aspects sont des aspects absolument inséparables l'un de l'autre dans le fait du cogito. Alors, maintenant, transcrivons ça en termes scolastiques pour passer à Descartes. Les scolastiques disent que mon psychisme, mon âme, c'est un acte qui est sa réalité formelle. Hein, l'idée est un fait, est une réalité qui se produit, donc c'est une réalité formelle. Et puis cette pensée est toujours la pensée de quelque chose, et donc elle est déterminée, et c'est ce qui est l'individu, ce qui fait que la pensée de A n'est pas la pensée de B. Et donc, comme c'est les premières objections, ma pensée est terminée par un objet, terminée, c'est-à-dire déterminée par un objet qui est donc sa réalité objective. Voilà, l'idée est toujours à la fois l'idée, une réalité formelle et une réalité objective. Alors, ce vocabulaire de la réalité formelle et de la réalité objective, du concept formel et du concept objectif, c'est un concept qui s'est élaboré depuis saint Thomas d'Aquin jusqu'à Suarez, grosso modo, et qui prend en charge le problème précisément de l'intentionnalité, c'est-à-dire qui cherche à répondre à une question qui est de savoir comment un objet matériel, qu'on dirait en soi, peut-il être en relation intentionnelle avec un étant qui est l'étant auto-aperceptif, c'est-à-dire l'étant qui a une conscience, qui se rend compte qu'il existe. Comment est-ce que cette relation peut être possible, puisque ce sont deux genres d'êtres différents? Comment ces deux genres d'êtres se mettent-ils en relation l'un avec l'autre? Chez Descartes et dans la modernité, ça prendra la forme de la relation corps-esprit, mais en réalité, la question, c'est pas tellement c'est pas au fond la relation corps-esprit, c'est la relation intentionnelle entre ces deux genres d'êtres qui sont irréductibles l'un à l'autre. Donc qui sont hétérogènes sur le plan ontologique. Descartes, au fond, alors il essaie de régler le problème, mais en fait il le déplace, mais il essaie de le régler avec le cogito, justement, puisque le cogito découvre un être, l'ego, qui est à la fois une réalité formelle et une réalité objective, c'est-à-dire double caractère du cogito. Le cogito est un événement qui est à la fois un fait psychique, et l'idée de ce fait psychique, l'idée de lui-même. Alors vous voyez, c'est pratique parce qu'on a un être qui réunit en lui les deux genres d'êtres hétérogènes qui sont en cause dans l'intentionnalité. Donc ça semble régler le problème. Et puis de la même manière, l'ego, et ça c'est la fin, c'est les lettres à Élisabeth, il y a ce qu'il appelle l'union substantielle, parce que l'ego, en réalité, est l'union substantielle du corps et de l'esprit. C'est précisément le grand problème qu'il n'a pas eu le temps de régler, et en tout cas, peut-être qu'il ne l'aurait pas réglé d'ailleurs, mais en tout cas, il l'a légué aux autres. Et on se les trimballait ensuite, quand même, pendant un bon moment, au moins jusqu'à la phénoménologie, justement. Et donc, le cogito assure la possibilité de la relation intentionnelle. Alors, si on regarde ensuite l'usage qui en est fait, le cogito permet d'affirmer une chose, c'est qu'une réalité formelle est la cause de la réalité objective. Et donc, Descartes généralise ça pour dire toute idée, c'est un des postulats de la troisième méditation, toute idée, toute réalité objective reconduit in fine à une réalité formelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réalité formelle, eh bien, il n'y a pas de réalité objective. Donc là, on sent qu'on est en train d'arriver vers la preuve de l'existence de Dieu, puisque c'est bien, là, on va trouver
une réalité formelle qui nous assure d'elle-même, puisqu'elle a un effet qui est une réalité objective, l'idée de l'infini. Bon, mais j'anticipe un tout petit peu, c'est la troisième méditation, mais parce que tout simplement, avec l'idée de l'infini, on sent que quand même le motif devient un tout petit peu problématique, puisqu'on se demande bien comment, d'une certaine manière, je résume, une chose infinie peut très bien avoir un effet dans une chose finie, c'est certain, mais l'effet dans cette chose finie est un effet fini. Ça ne peut pas être un effet infini. Bon. Et alors là, évidemment, ça coince, et on va voir qu'il y a une faille, et que Malebranche s'est engouffré dans cette faille. Donc le principe de Descartes dans la troisième méditation, le principe de causalité, je cite, « Il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet. » Donc, il fait une équation entre réalité formelle et réalité objective, c'est-à-dire qu'il a l'air de dire que ontologiquement, la réalité des choses, c'est le même genre de réalité que la réalité des idées. Ce qui, d'expérience, n'est pas le cas. C'est-à-dire, phénoménologiquement, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans deux cas très précis, le cogito et Dieu. Dieu, parce que les idées de Dieu sont immédiatement effectives, et donc en Dieu, la réalité objective est la réalité formelle, et dans le cogito, d'une manière inversée, parce que l'idée du cogito, le fait du cogito est en même temps l'idée du cogito. Donc on voit bien que ces deux motifs du cogito et de Dieu sont absolument inséparables l'un de l'autre, parce que l'un, en fait, est la contrepartie de l'autre. En fait, Descartes, pour ce qui est de l'expérience de toutes les autres choses que Dieu et le cogito, c'est quand même un nombre conséquent de choses, le problème n'est que déplacé par la solution du cogito, parce qu'en réalité, on peut considérer la réalité objective comme ce qu'il y a de commun dans l'âme et dans la chose, c'est-à-dire sa structure, son concept, etc. etc. Sauf que, et ça, bon, c'est déjà un problème qui est abondamment discuté dans la tradition scolastique, la réalité objective peut être conçue comme, je cite les termes scolastiques, inanima ou in re extra animam. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'aspect de la chose dans mon âme, qui est la réalité objective de l'idée, et l'essence de la chose dans la chose, qui est aussi sa réalité objective, dont je ne reçois en tant qu'âme qu'un aspect. Donc, vous voyez, on retombe toujours en fait sur cette hétérogénéité entre les deux êtres qui sont en relation l'un avec l'autre dans la relation intentionnelle. Donc, en réalité, le cogito ne règle le problème qu'en ce qui concerne le cogito et l'idée de Dieu. Mais ça ne règle pas le problème pour tout le reste, et notamment dans ce qui nous intéresse pour les œuvres d'art. Donc Descartes lui-même non seulement ne répond pas à cette question, mais il n'y répond pas parce qu'il ne la pose même pas. Donc on ne peut pas, alors indirectement il ne pose pas la question, mais enfin il répond à ses implications logiques, puisque c'est tout le problème dans les méditations. On ne peut pas en réalité décider si la réalité objective est l'aspect dans l'âme d'une chose ou son essence, et donc si la réalité objective est produite par l'âme, qui est aussi une cause formelle, ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la réalité objective d'une idée est produite par une réalité formelle, elle peut être produite aussi bien par la chose que par l'âme, puisque l'âme est une chose aussi qui a une réalité formelle. Donc, quand j'ai une idée, impossible de savoir si cette idée est une idée que je me fais, en tant que je suis une âme capable de produire des réalités objectives, ou si cette réalité objective est l'effet d'une cause in re extra animam, et donc m'assure de la vérité de mon idée, c'est-à-dire de sa relation avec une chose qui existe en dehors de moi. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que Descartes a besoin d'une réalité formelle qui atteste de manière absolument indubitable sa réalité extra animam, c'est-à-dire la réalité formelle infinie, c'est-à-dire Dieu. Et donc à ce moment-là, évidemment, la troisième méditation vient clore la preuve. Alors, maintenant, je voudrais aborder le problème que ça produit,
dans l'objection donc malbranchiste. L'idée de Descartes, c'est donc qu'il y a une réalité objective dans mon âme qui est l'idée d'infini, et que cette idée d'infini est donc forcément produite par une réalité formelle qui a plus de réalité qu'elle, et donc qui ne peut être qu'un infini formel, c'est-à-dire un infini en acte, c'est-à-dire Dieu. Donc c'est la preuve de Dieu dans la troisième méditation. Mais ça ne résout rien en réalité au problème fondamental qu'il a évacué, puisque comme je disais, il ne pose pas la question, de savoir si la réalité objective est l'aspect dans mon âme de sa cause formelle, ou si c'est l'essence même de la cause formelle. Et donc, évidemment, par rapport à l'infini, il y a une réponse évidente, c'est que la réalité objective de l'infini dans mon âme ne peut évidemment pas être l'essence de la chose infinie qui est Dieu. Ça, pour Descartes, ça ne fait aucun problème. Ce que Descartes dit, c'est que je peux recevoir en mon âme l'effet objectif de l'infini sous forme d'une idée objective, enfin d'une réalité objective de l'idée d'infini. Et ça, c'est ce que Malebranche va contester en disant, mais la réalité objective de l'infini, c'est infini. Or, l'infini ne peut pas se loger dans une âme finie. Donc, non seulement pour Malebranche, l'âme humaine ne peut pas produire l'idée d'infini, ça va de soi, là-dessus il est d'accord avec Descartes, mais en plus elle ne peut même pas la recevoir. Alors ça, évidemment, ça met en difficulté la thèse cartésienne de l'idée d'infini, et de ce fait, ça met aussi en difficulté mon effort pour découvrir de quelle manière se manifeste de l'absolu. Si on suit Malebranche, il n'y a pas de manifestation de l'absolu possible. Et donc, je me suis inspiré d'une réponse cartésienne possible qui n'a pas été donnée par Descartes, d'un commentateur qui s'appelle Alexandre Materon, qui a réfléchi à cette idée et qui a dit, bon voilà, quand même chez Descartes, alors je vous passe le détail des démonstrations, mais globalement, chez Descartes, il y a quand même un truc, c'est que la réalité formelle a plus de réalité que la réalité objective, à degré de détermination égal. C'est-à-dire que la réalité objective dans l'idée d'une chose qui a aussi une réalité formelle est moins réelle, à moins de degré de réalité que la réalité formelle de la chose. Bon. Ça veut dire qu'il y a un coefficient de déperdition ontologique entre la réalité formelle et la réalité objective. Donc Materon fait une réponse logiquement parfaitement juste à l'objection malbranchiste. Il dit, en fait, l'infini, la réalité objective de l'infini peut être dans l'âme si le coefficient de déperdition ontologique est infiniment grand, s'il tend vers l'infini. Bon, logiquement, ça marche. Si la réalité objective a infiniment moins de réalité que la réalité formelle, alors pourquoi est-ce que l'infini objectif ne pourrait pas loger dans un être fini ? Bon, c'est bien beau, mais comme vous voyez, c'est purement logique. Alors là où c'est un petit peu surprenant, c'est que je vais quand même vous proposer de prendre cet argument au sérieux et d'essayer de voir ce que ça peut signifier phénoménologiquement. Bon, en principe, c'est un moment de suspense où on se dit « Ah bon, mais c'est bizarre ». Donc, pour en venir là, je voudrais passer par une explication sur ce que j'entends par une structure d'horizon auto-affectif. Parce que c'est, bon, pour un lecteur de Henri, c'est une sorte de blasphème absolument abominable de parler d'un horizon auto-affectif, parce qu'évidemment, l'auto-affection, c'est la cohésion absolue avec soi de l'auto-perception du cogito, donc il ne peut pas y avoir d'horizon, en fait. Bon. Alors, mais moi, comme je ne fais pas de la métaphysique professionnellement, mais je fais plutôt de la phénoménologie, j'en reviens, vous allez voir, des considérations extrêmement triviales, les tasses de café, tout ça, tous ceux qui me connaissent sont habitués aux tasses de café. On va repasser par les tasses de café. Mais je voudrais prendre au sérieux l'idée selon laquelle la manifestation de l'absolu est une condition de tout phénomène possible. Il ne peut pas y avoir de représentation s'il n'y a pas de manifestation de l'absolu. Donc on est bien obligé de prendre la chose, l'hypothèse au sérieux, à mon avis, phénoménologiquement.
je voudrais juste le justifier par une observation phénoménologique très simple. Si je me rends compte que mes représentations sont finies, provisoires, impuissantes à découvrir la vérité absolue, c'est bien précisément parce que le but éventuellement fixé par cet effort de la pensée m'est donné d'une certaine manière. Et donc, on ne peut pas passer à côté. Alors, il me semble que la révélation de l'absolu, elle est déjà, en réalité, ce que j'ai dit, repérée dans le cogito. C'est-à-dire que si on continue à analyser le cogito, on a des pistes. Puisque, pour être une idée, le cogito doit être une expérience. C'est-à-dire qu'il doit être éprouvé. Il doit être le fait de sa propre existence comme l'ipséité. Et donc, on a vu le cogito en étant l'expérience de sa propre réalité est déjà toujours une capacité à avoir des idées d'eux, c'est-à-dire à être une intentionnalité. Donc le cogito, c'est le lieu d'un croisement entre la réalité et l'irréalité. Quand on vit le cogito, on vit les deux. C'est-à-dire, et alors c'est une affirmation précoce de la phénoménologie, chez Husserl, dans la 5e recherche logique, il y a le vécu et il y a le visé. Et il n'y a pas de visée sans vécu, il n'y a pas de vécu sans visée. Bon, alors, on retombe sur des choses assez simples, en réalité. Si j'éprouve mon existence, cette existence est immédiatement en relation avec quelque chose d'autre que moi. L'un n'est pas possible sans l'autre. Et donc, si on considère ça, on se rend compte que pour que j'ai une idée de quelque chose, il faut bien que mon propre être se soit déjà révélé à lui-même. C'est-à-dire que j'ai déjà une idée de l'être. Là, en fait, ma première idée, c'est l'idée de l'être. Et donc, l'idée de l'absolu, mais qui n'est pas une idée au sens intentionnel du terme, mais qui est la réalité qui produit des idées. Je me sens cette capacité à avoir une idée de l'être sans pouvoir jamais entièrement la réaliser. Puisque je suis, ça c'est ce que Schopenhauer dit sur la musique, comment est-ce que nous connaissons la chose en soi? Parce que nous sommes la chose en soi. La chose en soi, c'est la force primordiale qui anime l'univers, et nous la sentons en nous. Alors on ne peut pas l'objectiver, on ne peut pas en faire une représentation, on ne peut pas y penser, on ne peut que la vivre et que l'éprouver, mais elle est déjà là. Et donc c'est bien, au fond, c'est l'intuition fondamentale que retrouve Michel Henry, c'est que ce qui se manifeste en premier, c'est l'être en tant que nous en participons. Je suis, donc si je suis, je sais ce que c'est que l'être. Mais je ne saurais pas le dire, je ne saurais pas me le représenter. C'est pour ça qu'on peut ressentir le décalage entre l'effort de l'intelligence, l'effort de production des idées, et l'être. On sait qu'on n'a jamais atteint l'être, parce qu'on le connaît toujours déjà. Et c'est pour ça qu'il y a la dialectique de la raison. Quelle est cette force qui entraîne la raison toujours au-delà d'elle-même? Mais le fait qu'elle est. Et elle aime, elle ne peut pas égaler sa représentation intellectuelle ou autre, d'ailleurs, intentionnelle, à l'être qu'elle est elle-même. Et donc, phénoménologiquement, j'appelle ça un sentiment de la discordance. Chacune de nos expériences concrètes est une manière de vivre cette discordance entre la vérité que nous recherchons, parce que nous en savons la réalité, et l'effort de notre intelligence et de notre représentation qui est toujours en retard, qui est toujours à la traîne, qui est toujours déjà pris de court par l'excès de réalité. Et cette discordance, elle se traduit de manière très concrète sur deux plans, un plan noétique et un plan affectif. Sur le plan noétique, quoi que nous pensions, notre pensée appelle à être complétée par d'autres pensées. On ne peut jamais avoir pensé un objet complètement, on n'a jamais fait le tour, il y a toujours quelque chose à redire. Et donc c'est bien la dialectique de la raison. Et puis sur le plan affectif, quoi que nous vivions, ça se produit dans une certaine tension affective, c'est-à-dire l'appel à une résolution. Là, c'est vraiment la forme antécédent-conséquent en musique. Justement, je pense que c'était une très grande intuition de la musique à ce moment-là, qui nous fait vivre une temporalité très différente de celle de la musique spectrale, justement. Et
tout ce que nous vivons une certaine tension affective. Et donc ça appelle toujours la suite. Donc on voit bien ce sentiment de la discordance qui se manifeste de manière extrêmement concrète dans la vie psychique, dans toutes ces manifestations. Et donc cette discordance, fondamentalement, c'est une discordance entre l'être infini dont je participe et l'être fini que je suis. Et ça se traduit phénoménologiquement par donc, ce qu'on appelle un horizon, c'est-à-dire que toute représentation appelle une autre représentation, toute actualité appelle des non-actualités, ce que j'appellerais des potentialités. Et vous allez voir, je vais faire une description très concrète de ça pour qu'on comprenne ce que c'est que cette structure d'horizon dans ce sens-là. Alors, juste une précision formelle justement pour cette question de l'horizon. On voit bien que c'est là que je suis en porte-à-faux à la fois avec Husserl et avec Michel Henry, donc je me lance un peu dans le vide par rapport à la tradition phénoménologique. C'est que pour Husserl, l'horizon des représentations, ce qui rend les représentations possibles, c'est dans les leçons sur la conscience intime du temps que vous évoquiez tout à l'heure, c'est d'autres représentations, en l'occurrence dans le temps entre tension et rétention. C'est-à-dire que Husserl se dit, qu'est-ce qui permet que j'ai des représentations actuelles, mais des représentations non actuelles, les trois faces non visibles du cube. Et en fait, il s'engage dans une régression à l'infini, puisque si mes représentations se fondent sur d'autres représentations, ces représentations doivent aussi se fonder encore sur d'autres représentations, et ainsi à l'infini. Et au fond, c'est la critique de Michel Henry qui dit la représentation ne peut pas se fonder dans la représentation. Il faut un autre mode de manifestation, vous l'avez compris pour moi, c'est l'auto-affection. Donc il me semble que ce qu'on peut faire de mieux avec Michel Henry, c'est le trahir pour lui rester fidèle, c'est-à-dire donner son rôle fondamental à son concept d'auto-affection pour en faire ce que lui n'a pas voulu en faire, c'est-à-dire le comprendre comme horizon. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui fonde la représentation d'un objet, c'est des manifestations auto-affectives, et je vais essayer de m'en expliquer. Alors je suis désolé pour ceux qui m'écoutent de temps en temps, ils ont déjà entendu cette analyse 15 fois, mais c'est pas grave, je la fais pour ceux qui ne connaissent pas. Quand je vois une tasse de café devant, vous allez voir, c'est une simplicité déconcertante. Quand je vois une tasse de café devant moi, si je m'en tiens aux données actuelles, il n'y a pas du tout de café dans tout ça. Si elle est suffisamment loin de moi, je ne sens pas l'odeur du café, je vois juste un gobelet d'ailleurs, je ne vois même pas ce qu'il y a dedans. Mais je sais que c'est une tasse de café, donc j'ai la représentation d'un certain objet qui est la tasse de café, le gobelet de café. Comment se fait-il que je puisse avoir cette représentation ? J'ai cette représentation parce que je sens en moi, de manière immédiate, la possibilité de m'en saisir, de le sentir entre mes doigts, de sentir son poids, de sentir la chaleur du café, de l'approcher de moi, de sentir l'odeur, de déglutir, de sentir le goût du café, etc. Et donc vous voyez qu'il y a bien un horizon qui rend la représentation possible, c'est l'horizon de toutes ces potentialités. Mais ces potentialités, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'auto-affection, c'est-à-dire de manière de me sentir moi-même. Quand je sens la chaleur dans ma main, c'est moi-même que je sens. Il n'y a pas de chaleur dans la tasse. La chaleur est un phénomène entièrement subjectif. C'est comme ce que Descartes explique sur la douleur. Les couleurs, de la même manière, il n'y a pas de couleur dans le monde. Les gens qui font de la physique savent ça. La couleur, c'est un phénomène spirituel. Et donc, tout cet horizon n'est pas constitué de représentation. Comment je le sais ? Par une observation très simple, c'est que quand je vois cette tasse de café, pour savoir que c'est une tasse de café, donc pour avoir cette représentation, je n'ai pas besoin d'autres représentations. Je n'ai pas besoin de m'imaginer que je vais sentir le goût du café. Je n'ai pas besoin de m'imaginer que je vais sentir la tasse dans mon bras, dans ma main, que je vais sentir le poids en bougeant mon bras, etc. Je ne m'imagine pas ça, je n'y pense pas, je ne le conçois pas, c'est-à-dire que je ne produis aucune représentation. Je sens le pouvoir de faire tout ça en moi, disponible, exactement de la même manière qu'en permanence dans la vie quotidienne, je suis assis, je sens en moi le pouvoir de me lever, je n'ai pas besoin d'y penser. Si je suis dans la salle d'attente et qu'on appelle Monsieur Sabourin, je me lève,
automatiquement, le pouvoir de me lever était entièrement disponible, sans que j'ai besoin de me dire, alors attention, je vais me lever, je vais me mettre sur mes jambes, ou de me représenter d'une quelconque manière. Donc c'est une évidence, ça me surprend toujours que personne ne l'ait dit, parce que c'est une évidence qui crève les yeux, que nous vivons en permanence dans ce que j'appelle un horizon de potentialité. C'est-à-dire que cet horizon qui rend possible la représentation d'un objet n'est pas un horizon de représentation, mais un horizon de vécu subjectif qui sont auto-affectifs et qui nécessitent simplement de concevoir l'auto-affection comme un pouvoir. C'est-à-dire que se sentir, c'est toujours se sentir pouvoir. Je peux voir, je peux entendre. Évidemment, il ne faut pas entendre le pouvoir ici dans l'idée forcément d'une action délibérée et d'un effort, mais aussi de pouvoir d'être affecté. Je peux sentir telle couleur, je peux sentir telle saveur, etc. C'est-à-dire aussi, il peut me tomber dessus un tas de choses. Je peux aussi me mettre à avoir mal aux dents ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que le pouvoir ici ne signifie pas le pouvoir de modifier les choses dans le monde, mais le pouvoir sentir. J'ai une puissance de sentir en moi. Et c'est sur ce jeu entre la puissance et le pouvoir que je vais ensuite insister. Donc se sentir, c'est se sentir capable. L'auto-affection est toujours un pouvoir subjectif. Alors à partir de là, on peut définir deux régimes de l'horizon de potentialité. Un régime que je vais appeler horizon pratique fini. Alors vous allez voir, c'est du pragmatisme à la William James et à la Bergson, très classique en réalité, mais qu'on va comprendre à la lumière de ce concept d'horizon de potentialité. Et puis l'autre régime, c'est le régime de ce que j'appelle l'horizon ouvert, ou l'horizon infini, et de l'un à l'autre, pour qu'on voit où je veux en venir par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui ensemble, l'horizon pratique fini correspond à ce que Philippe appelle la construction, et l'horizon ouvert correspond à ce que vous appelez la composition. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est que saisir un objet ? Saisir un objet, ça veut dire éprouver une certaine maîtrise. Je reprends l'exemple du cube. Pour voir un cube, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le vécu actuel, ce que je vois effectivement, convoque en moi un minimum de potentialité qui me permette de l'identifier comme un objet 1. Par exemple, pour le cube, le retourner, voir qu'il y a 3 faces de l'autre côté, etc. Il y a un excellent exemple, c'est la pièce d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire voir une pièce d'échec ? Ça veut dire maîtriser toutes les possibilités de transformation qu'on est capable de lui faire subir. C'est-à-dire, au fond, l'objet, c'est l'ensemble des potentialités que je peux déployer sur lui. C'est juste, en fait, un objet n'est même rien d'autre que ça. Un ensemble fini, dénombrable de potentialités qui interagissent les unes avec les autres et qui constituent un petit horizon fini, c'est-à-dire l'ensemble des choses que je peux faire avec cet objet. Alors évidemment, on conçoit que cet horizon, il a un minimum en deçà duquel l'unité de l'objet n'est pas constituée, mais il n'a pas de maximum. Parce qu'effectivement, là où sert la raison, je pourrais toujours accroître ma maîtrise sur un étang pour en faire un objet toujours plus complexe. C'est ce que fait la science. En science, on a un étang, on lui fait subir un certain nombre de transformations, essentiellement des mesures dans la science moderne, et puis l'ensemble de toutes ces mesures nous donne le concept de l'objet. Mais il y a encore une quantité de manières de le mesurer qu'on n'a pas encore inventées, et qu'on invente en permanence quand on fait de la physique expérimentale. Alors, il y a un objet sur lequel on comprend bien la chose, je trouve, c'est précisément un objet, ce que Husserl appelle des objets temporels, c'est-à-dire une mélodie. Qu'est-ce qui fait que je saisis une mélodie ? Là, c'est une question de rétention et de protension, justement. Comme Jean-Marc le rappelait tout à l'heure, quand on entend une mélodie, on sait toujours à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on a des attentes immédiates que Husserl appelle des protensions.
On sait ce qui va arriver. Il y a un jeu relativement limité dans l'harmonie classique de choses qui vont arriver. Des fois, ça tombe un petit peu à côté quand il y a une cadence évitée, des choses comme ça, mais autrement, globalement, les gens qui écoutent effectivement des mélodies simples, ils savent les terminer eux-mêmes. Et donc, il y a un jeu de protension comme ça qui implique aussi une capacité à la rétention. C'est-à-dire que je ne peux entendre une mélodie que si, d'une certaine manière, je suis capable de la reproduire. Si je ne suis pas capable de la reproduire, c'est que je ne l'ai pas vraiment saisie. Mais au moins mentalement, je veux dire, hein, même si je ne sais pas chanter. Mais je suis capable de reproduire. Donc, je saisis des régularités, des récurrences, des symétries, une structure, de manière intuitive, qui fait que je suis capable de me saisir de l'objet. Imaginons maintenant une suite de sons qui devient de plus en plus complexe, aléatoire, rapide. Au bout d'un moment, je suis perdu, c'est-à-dire que je ne suis plus capable ni de prévoir ce qui va arriver, ni de reproduire ce qui vient de se passer, même de manière très très rapide. Et c'est là que les gens disent « Oh là là, la musique contemporaine, c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus de mélodie, on n'arrive plus à la chanter. » Et c'est précisément le moment où on n'arrive plus à constituer l'objet comme un ensemble de potentialités que nous maîtrisons, qui nous sont disponibles. Et alors moi, j'ai toujours abordé l'art en me disant que justement, l'œuvre d'art nous propose quelque chose qui nous dépasse. Et nous dépasser, ça veut dire dépasser l'horizon, ce que j'appelle l'horizon pratique fini, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs que nous sommes capables d'exercer sur un étang. Et qui fait que pour nous, c'est un objet. Parce que l'étang est beaucoup plus puissant que l'objet. L'objet, c'est ce que, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la réalité objective, la réalité objective, c'est l'aspect de l'objet en moi. C'est ce que je suis capable d'en saisir, l'aspect de l'étang en moi, ce que je suis capable d'en saisir. L'objet, c'est très pauvre en réalité par rapport à ce qu'on saisit en lui. L'objet est toujours au-delà. Est-ce que ça se rapproche de ce que dit Kojève? Alors non, je pensais à quelqu'un où ça se rapproche de ce que dit Ingarden. De ce que dit Ingarden, dans l'œuvre d'art littéraire. Il dit on saisit juste un aspect de l'étang dans l'objet. L'étang est beaucoup plus riche que ce que nous réussissons à en saisir. Je crois que Kojève, justement, a une vision hegelienne, et notamment, vous voulez dire, dans les peintures concrètes de Kandinsky. Oui. Ouais. Je crois juste. Enfin, il faudra en discuter, il faudrait que je rafraîchisse ma lecture de ce texte, mais. Mais moi, j'ai toujours trouvé insuffisant. Oui, je crois qu'il a une vision intellectualiste en fait de la peinture de son oncle et qu'il n'arrive pas à voir justement cette ouverture que Kandinsky a à l'infini à travers les éléments. Parce qu'il est hegelien, donc il a une vision quand même intellectualiste en réalité. Enfin, il faudrait en reparler après la relecture du texte. Donc on voit là que tant qu'on reste dans la représentation, saisir une unité, c'est toujours relatif à nos pouvoirs. Et donc relatif à une forme d'entraînement aussi, de formation, d'apprentissage. C'est-à-dire que plus on est renseigné, plus on est entraîné, plus on saisit des unités, là où ceux qui ne sont pas entraînés n'en saisissent pas. On établit des liens, on voit des structures, là où les autres n'en voient pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais au guide de montagne, parce que on est dans la Haute-Savoie avec Philippe et Brigitte, mais quand vous arrivez devant une montagne, vous, si vous ne connaissez pas, vous voyez des cailloux dans tous les sens, etc. Le guide de montagne, il voit des itinéraires, des sommets bien identifiés, il s'y repère, il établit des liens, il voit des unités. Là, nous, on voit un tas de cailloux, en fait. Et donc... Comme le tableau de Gauchou. Oui, c'est ça. Le tableau chinois, exactement, on voit un truc touffu avec plein de trucs partout. On n'arrive pas à avoir une unité. Ouais. Et plus on maîtrise un horizon de potentialité, et plus on voit des unités. Donc là, on voit bien que dans l'ordre de la représentation, l'unité est juste une grandeur, totalement relative. Il n'y a pas, tout est une unité, rien n'est une unité. Et donc ça, ça correspond à la construction.
Qu'est-ce que c'est que l'unité? C'est ce qui répond exactement à mon pouvoir sur les temps. Ce que je suis capable de faire produire une unité, c'est l'axiomatique, c'est-à-dire que j'ai décidé à l'avance que j'allais faire ça, ça et ça fait un tout. C'est la musique sérielle, c'est la pauvre peinture de Buren, où on a décidé à l'avance. Et alors ce qui est étrange, c'est d'autant plus forte est l'unité de construction, d'autant plus faible est l'unité de composition. Parce que tout ce qui prétend avoir cette cohérence absolue avec soi se coupe de tout le reste, et ça devient absurde. Parce que ça n'a plus de rapport avec le monde qui l'entoure. Donc Buren peut raconter n'importe quoi, puisqu'il est dans le cadre de son axiomatique. Et effectivement, pour celui qui vit dans le vrai monde, en dehors du monde de Buren bien fermé sur lui-même, centralité illusoire, fermeture à l'altérité, à la transcendance, etc., et bien pour les autres qui ont une vie normale, entre guillemets, et bien ce qu'il fait est absurde, n'a aucun sens, aucun lien avec le réel. Et donc ça, c'est vraiment la construction sans la composition, devenue folle en fait, fermée sur elle-même. C'est vraiment l'autarcie, l'autoposition du moi. Donc vous voyez la mauvaise interprétation du cogito par Sartre, qui croit que le cogito est un être indépendant, qui se pose lui-même, autoposé. Alors qu'en fait, évidemment, si on coupe le cogito de Dieu, je crois que je l'ai montré tout à l'heure, il n'a plus aucun sens, on ne peut même plus le penser. Et puis surtout, on ne voit pas pourquoi Descartes en vient au cogito d'une certaine manière. Si on enlève l'idée d'infini et donc la preuve de Dieu dans les méditations, au fond, pourquoi le cogito? C'est un motif philosophique qui n'a plus aucun sens s'il est coupé de son pendant. Alors maintenant, je voudrais caractériser ce que j'appelle l'horizon ouvert. Évidemment, l'horizon ouvert se caractérise comme une ouverture à l'altérité ou à la transcendance. Et ça pose un problème qui est aussi un problème classique en phénoménologie, que mon maître en phénoménologie, Jean-François Lavigne, a appelé le paradoxe de la transcendance, dans un bel article sur Michel Henry d'ailleurs, qui consiste à se demander comment on peut concevoir une unité non fermée sur elle-même, c'est-à-dire un sujet qui reçoit un sujet fini qui reçoit l'impression de l'infini. Un paradoxe vraiment fondamental. Comment au fond, l'intentionnalité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis moi-même, je ne suis pas moi-même. Ça, là-dessus, la formule de Sartre est éclairante. La conscience est ce qu'elle n'est pas et elle n'est pas ce qu'elle est. Et ça, s'il y a une chose que Sartre a bien vue dans la phénoménologie, c'est dans cette formule. Effectivement, c'est ce que je dis, le cogito, c'est le lieu du croisement de la réalité et de l'irréalité. À chaque fois que j'existe en pensant que je suis, eh bien, je pense à autre chose. Au monde autour de moi. Donc je suis originairement dans ma constitution comme être cohérent avec lui-même dans le cogito, jeté sur ce qui n'est pas moi et donc ouvert à ce qui n'est pas moi. Donc c'est un fait vécu, éprouvé. C'est pas une construction logique pour faire des paradoxes sur le concept d'unité et le concept de l'infini. C'est ce que nous éprouvons, ce que nous vivons en permanence. Et évidemment, habituellement, on l'oublie, parce qu'habituellement, on est dans la constitution des objets et tout va très bien. On oublie l'absolu et l'infini, habituellement. Autrement, on sait que la vie serait compliquée. Enfin, il y a des gens qui consacrent leur vie entièrement à la méditation et leur abandon à l'infini. Maître Eckhart avait certainement une vie plus compliquée que celle des techniciens qui sont habitués à constituer des unités objectives. Mais il y a des circonstances de l'existence dans lesquelles, au fond, l'horizon s'ouvre. Et la circonstance privilégiée pour le commun des mortels que nous sommes, c'est l'œuvre d'art. Dans l'œuvre d'art, l'horizon s'ouvre, qu'on le veuille ou non. Alors pour les artistes, il s'ouvre avant. C'est vraiment ce que dit Philippe, moi là-dessus, je suis vraiment à 100% d'accord avec vous là-dessus, c'est-à-dire que ce que l'œuvre d'art nous donne à vivre, c'est précisément l'expérience que l'artiste a faite. C'est précisément le témoignage, la communication immédiate, la réduplication. C'est vraiment une théorisation phénoménologique de ça que j'essaie de faire. Donc, maintenant, on peut en arriver à ce que peut signifier la révélation de l'absolu dans cet horizon ouvert. Je suis en train d'aller un peu vite en besoin avec mon truc. L'horizon de potentialité
ouvert, je voudrais qu'on retourne un petit peu en arrière à l'idée d'infini chez Descartes pour essayer de le concevoir comme ce que j'appelle une expérience intime de l'impouvoir. Parce que si on expérimente l'horizon pratique fini dans le pouvoir, dans l'exercice de notre pouvoir sur les choses, c'est que si l'horizon s'ouvre et s'infinitise, pour le dire comme ça peut être que dans une expérience de l'impouvoir. Que j'essaie de distinguer puissance et pouvoir parce que ça ne peut quand même pas dire la même chose. Donc l'impouvoir appartient toujours au pouvoir. C'est ce que je vais essayer d'expliquer pour qu'on en revienne à cette hypothèse sur l'idée de l'infini. Pourquoi est-ce que je dis que le pouvoir appartient toujours à l'impouvoir ? C'est très classique, c'est Mendebiran. L'effort s'applique à un continu résistant. C'est-à-dire que toute force est finie. Et le concept de force infinie est une contradiction dans les termes. Une force, ça implique toujours un jeu de force, une autre force. Et la limite de ce concept, c'est Dieu. Puisque la toute-puissance de Dieu, c'est précisément le concept d'une force infinie, c'est-à-dire d'une force qui n'est pas un jeu de force avec d'autres forces. Et donc là encore, on voit bien le rapport entre le point de vue du cogito et le concept de Dieu. Donc dans mon pouvoir, j'expérimente toujours l'impouvoir, je voudrais le dire de deux manières. D'abord, et ça c'est dans le cogito c'est évident, quand j'éprouve que je suis, j'éprouve mon impouvoir à m'apporter moi-même dans l'existence. C'est-à-dire que je me trouve dans l'existence. Je ne peux pas me faire exister par mon propre pouvoir. Je ne choisis pas d'exister, ce que Heidegger appelle l'être jeté. Je ne peux pas produire moi-même ma propre existence. Le fait de penser, le temps de penser à mon existence, j'existe déjà. C'est pas de mon fait. Bon, et donc ça, c'est un impouvoir fondamental. Et puis il y a un autre impouvoir, c'est celui de produire des déterminations de ma pensée. C'est-à-dire que si je n'ai pas goûté les cerises un jour, je ne peux pas savoir ce que c'est que la saveur de la cerise. Je ne peux pas produire ab nihilo des déterminations de mon affectivité. En termes cartésiens, toute idée objective est l'effet toute réalité objective est l'effet d'une réalité formelle. S'il n'y a pas une chose réelle qui m'a donné l'idée objective, c'est-à-dire une détermination de mon auto-affection, je ne peux pas la produire moi-même. Et donc tout ce que nous sentons en permanence renvoie finalement à notre impouvoir de produire ces déterminations. Nous ne pouvons que les recevoir. Après, on peut les fantasmer, ça devient un pouvoir. Une fois que j'ai goûté une cerise une fois, je peux évoquer en moi le goût de la cerise, donc fantasmer une détermination, mais je ne peux pas la produire de manière initiale. Donc on voit bien là que ces motifs, celui de l'effort bierranien, celui de l'existence cartésienne ou celui de la détermination qualitative de l'auto-affection, nous renvoient toujours, en même temps qu'un pouvoir, à un impouvoir. C'est-à-dire que pouvoir et impouvoir s'entre-appartiennent de la même manière qu'acte et puissance. Et on peut aller plus loin en disant, je le disais comme ça, autant d'impouvoir, autant de puissance. C'est-à-dire que je me sens dans l'impouvoir, par exemple, de produire des déterminations qualitatives, le goût de la cerise, le goût de la fraise, tous les goûts que j'ai connus. Mais c'est précisément parce que je ressens mon impouvoir de produire des déterminations qualitatives que je m'éprouve en même temps comme la possibilité que d'autres me tombent dessus, de manière inopinée. C'est-à-dire que si j'ai découvert un jour le goût de la cerise comme quelque chose que rien en moi n'aurait pu prévoir, ça veut dire que je peux en découvrir une infinité. Je ne sais pas de quoi je suis capable, en fait. C'est-à-dire que plus je ressens mon impouvoir, et plus je ressens ma puissance de sentir. Et la puissance au sens aristotélicien strict du terme. C'est là-dessus que je me dis que l'idée de l'enfer et du paradis n'est pas un fantasme gratuit, c'est l'expression de cette structure.
il peut nous tomber dessus strictement l'infini, c'est-à-dire le pire et le meilleur, l'enfer et le paradis, etc. etc. On ne sait pas à quoi on est prêt, en fait, puisque nous, on ne peut pas le produire. Alors, excusez-moi, parce que je me suis un petit peu perdu dans mon truc. Oui, donc au fond, ces déterminations m'arrivent comme quelque chose d'absolument transcendant. Et si c'est absolument transcendant sur le plan phénoménologique, ça veut dire quelque chose d'absolument aphénoménal. C'est-à-dire qu'il y a plus d'être que je ne peux en recevoir. Donc il y a de l'être au-delà de ce qui se manifeste à moi. C'est une belle inversion de formule aussi que Jean-François Lavigne fait. La phénoménologie dit autant d'apparaître, autant d'être. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît dénote un être. Bon. Mais il dit, en fait, les phénoménologues ne se sont pas rendus compte qu'ils ont inversé la formule. Ils ont fini par dire autant d'être, autant d'apparaître. Mais non, on n'en sait rien. Précisément, et moi, ce que j'essaie de démontrer par une analyse phénoménologique, c'est que précisément, même on sait. En réalité, on sait qu'il y a plus d'être que d'apparaître. Et donc, ce savoir-là, c'est le savoir de l'être absolu. Mais ce n'est pas un savoir dans la représentation, c'est un savoir qui consiste dans le sentiment de l'impouvoir. De me sentir dans mon impouvoir, je sais qu'il y a plus d'être que ce qui peut m'apparaître. Et donc l'être, l'horizon, ce que j'appelais au début l'horizon de l'être, eh bien c'est le corrélat du sentiment de l'impouvoir. Qu'est-ce qui est au-delà de cette idée husserlienne selon laquelle l'être serait forcément comme ci et comme ça? Est-ce que je suis incapable de concevoir ou d'imaginer? Je sais bien que si je me dis je suis incapable de concevoir autrement que comme ça, je suis déjà en train de penser l'autrement que comme ça. Il se manifeste déjà dans cet impouvoir. Alors on pourrait penser que ce que je dis c'est une forme d'apophase, ce qui deviendrait aussi embêtant pour les œuvres d'art. Donc je voudrais préciser que l'absolu ne se manifeste pas de manière négative, parce que le sentiment de l'impouvoir, c'est un sentiment que j'éprouve effectivement, c'est une réalité, le sentiment de l'impouvoir. Donc il ne s'agit pas de dire que l'absolu se manifeste de manière négative. Puisque l'impouvoir se révèle toujours dans le pouvoir. Hein, la résistance du continu résistance se manifeste dans mon effort. L'impossibilité de produire la qualité se révèle toujours dans mon épreuve de la qualité. Si je ne sens pas une saveur, je ne peux pas avoir le sentiment que je ne pourrais pas la produire par moi-même. Donc, au fond, le sentiment de soi, se sentir, qui est toujours se sentir capable, eh bien, rencontre, en fait, originairement, ce que j'appelle une triple transcendance. Il y en a deux dont je viens de parler, la troisième, c'est un autre problème. Ces deux transcendances sont ce qu'on pourrait appeler la transcendance de Dieu, ou ce que Michel Henry appelle la transcendance de la vie, c'est-à-dire chez Descartes, la transcendance d'une force plus grande capable de me produire dans l'existence, au-delà de mon impouvoir de me produire moi-même dans l'existence. Et puis, ce qu'on pourrait appeler la transcendance du monde, mais que je préfère appeler la transcendance de l'étang, c'est-à-dire cette transcendance des déterminations qualitatives de l'être qui m'arrive comme ça, d'un ailleurs absolu, d'une altérité totale, que je ne pourrais pas produire par moi-même. Et puis, il y a une troisième transcendance que je laisse de côté, c'est la transcendance d'autrui, mais qui a aussi un rôle fondamental dans ce processus phénoménologique. Pour terminer, je voudrais préciser maintenant dans le concept de composition donc, ce que j'appelle l'horizon ouvert. Je voudrais l'approcher par au fond, l'horizon ouvert, c'est une limite. Donc je voudrais l'approcher par le phénomène de l'énoncé poétique. Dans l'énoncé poétique, il me semble qu'on a affaire à ce que j'appelle une interférence des horizons. On sait que la signification verbale, pour prendre un sens, a besoin d'être interprétée, c'est-à-dire rapportée à un concept, un contexte, excusez-moi.
Par exemple, quand je dis « cette tour m'inquiète », tout le monde comprend la signification de cette phrase, mais tant que je n'ai pas précisé si je suis architecte ou joueur d'échecs, on ne comprend pas le sens de cette phrase. C'est-à-dire qu'on comprend, elle a un sens verbal, donc une signification, mais évidemment, si je parle des échecs, si je parle de la tour des échecs, ou si je parle de la tour d'un architecte qui visite un vieux château et une tour qui a une fissure, et dit cette tour m'inquiète, ça ne veut pas du tout dire la même chose que quand le joueur d'échecs le dit. Et donc on voit bien que le régime habituel de l'expression verbale, c'est l'interprétation dans un contexte. Et on sait, les expressions verbales ont besoin d'un contexte pour prendre leur sens, autrement on fait dire n'importe quoi à n'importe qui. On sait bien, les citations tronquées, etc., font dire le contraire de ce qu'on veut dire. Sauf pour l'énoncé poétique. Puisque l'énoncé poétique n'a pas de contexte, n'a pas d'horizon interprétatif propre. Le poème vaut pour tout le monde, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Là, si vous prononcez un discours politique, il faut qu'il y ait un contexte pour qu'on comprenne. Le poème, on peut le réciter n'importe où, n'importe quand, et pour une simple et bonne raison, c'est que le poème ne vise pas à nous donner une information sur un objet, il vise à nous faire éprouver une impression. Et une impression, si possible, absolument singulière. C'est-à-dire que dans le poème, du poème se dégage pour nous quelque chose qui est comme un goût inconnu, comme voilà, une impression que rien d'autre ne nous a jamais fait ressentir. Et donc, on voit que dans l'énoncé poétique, je dis interférence des horizons parce que j'étais parti des interprétations de Umberto Eco, notamment qui, avec l'œuvre ouverte, il y a beaucoup de contextes interprétatifs possibles pour un poème, puis en fait, il y a tellement de contextes interprétatifs qu'il n'y en a plus. Le contexte interprétatif du poème, c'est l'horizon de l'être, d'une certaine manière. Et donc, au fond, le poème, comme l'œuvre d'art, se donne dans une impression tellement singulière que nous ne pouvons nous en saisir par aucun des pouvoirs subjectifs disponibles. On ne sait pas comment s'y prendre. À une époque, je disais, une œuvre d'art, c'est une chose dont on ne saurait pas quoi faire. On ne sait pas comment s'y prendre. On n'a pas, vous voyez, si un téléphone, tout ça, on sait quel geste faire. Ça appelle des pouvoirs subjectifs, des potentialités. L'œuvre d'art, d'une certaine manière, n'en appelle aucune, mais en n'en appelant aucune, elle les appelle toutes. Vous voyez, c'est un horizon étal. Rien ne ressort par quoi on pourrait s'en saisir. Donc on est à la fois démuni et surpuissant devant une œuvre d'art. Et c'est ça que j'appelle un horizon ouvert. Un horizon qui n'a pas de structure d'horizon avec du proche et du lointain. Tout est aussi proche ou tout est aussi lointain. Alors évidemment, encore une fois, c'est une limite, mais on sent bien que les œuvres d'art, elles nous appellent comme ça, c'est-à-dire que tout est à penser, tout est à dire. Quand vous demandez à quelqu'un de vous parler d'une œuvre d'art qui l'a vraiment bouleversé, il dit « Oh, il y aurait tellement de choses à dire ». Mais quoi ? Tout et rien. Donc vous voyez, cette structure, je trouve, est extrêmement intuitive pour nous en réalité. Quand on a l'expérience des œuvres d'art, c'est très intuitif. Et donc elle nous fait vivre un fait brut, qui est le surgissement d'une impression absolument singulière, qui ne ressemble à aucune autre. Vraiment une impression sui generis. Et alors, ce qui est intéressant, et là on en vient à, je crois, des choses extrêmement, enfin en lien très, très étroit avec ce que vous avez dit l'un comme l'autre ce matin, en réalité, parce que le son musical est intéressant pour ça, on passe avec l'œuvre d'art de l'apparente simplicité de l'objet à l'infinie richesse de la vie subjective. Un son musique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on entend certains accords, on n'entend qu'un son. Et les gens qui ne font pas du tout de musique, ils vont reconnaître certains accords. Par exemple, un accord de septième de dominante, par exemple, si on l'a entendu une fois, tout le monde le reconnaît tout de suite. Mais comme une impression, si les gens sentent bien que, c'est ce que disait Jean-Max, ils ont envie de chanter la suite. Parce que ça paraît archi évident. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne sauraient pas l'analyser. Ils ne sauraient pas dire là-dedans, il y a une septième qui est construite sur la dominante, etc. Et justement, il y a en fait toujours ces deux approches. D'un côté, une impression une et simple.
et j'insiste sur la simplicité de l'impression. C'est une impression sans partie, une impression sans articulation, qui se donne dans une intuition immédiate, directe, entièrement. Et pourtant, il y a un renversement dans lequel, d'un seul coup, dans cette impression absolument simple, on peut découvrir l'infinité des déterminations. La démonstration marche assez bien avec la couleur aussi. On dit, tiens, l'écharpe de Philippe est rouge, mais en fait, si on regarde, il y a une infinité de couleurs. Et c'est ce que font les peintres. Ils se rendent compte, par exemple, c'est ce que Signac raconte avec Monet, qui va voir les neiges blanches de Turner, parce que Monet n'arrive pas à faire du blanc, il met du blanc, c'est de plus en plus dégueulasse. Il va à Londres voir les Turner, il dit « Ah, cette neige est tellement blanche !» Il s'approche et il n'y a pas une touche de blanc. Il y a toutes les couleurs, mais il n'y a aucune touche de blanc sur le tableau. Et pourtant, quand on le regarde, ça fait du blanc. Et en fait, c'est ce que font les artistes. Ils renversent la simplicité de l'impression pour découvrir son infinie richesse qualitative. Et c'est exactement, vous allez voir, pourtant on ne s'est absolument pas concerté. Dans du spirituel dans l'art, bon, c'est un petit peu concerté, mais enfin, pas pour aujourd'hui, mais avant. Dans du spirituel dans l'art, Kandinsky écrit « Les sentiments grossiers tels que la peur, la tristesse, la joie, etc. attireront peu l'artiste. Il s'efforcera d'éveiller des sentiments plus subtils qui n'ont pas encore de nom, c'est-à-dire au-delà des catégories et des seuils, au-delà de la simplicité de l'objet qui se constitue dans cet horizon de potentialité, dans lequel les potentialités comme telles disparaissent pour faire apparaître l'objet, comme s'il n'y avait qu'une seule chose, l'impression du cachet de cire dans l'âme, alors qu'en fait, il y a un monde dans l'objet. Alors, c'est pas fini. Donc, il s'efforcera d'éveiller des sentiments plus subtils qui n'ont pas encore de nom et de provoquer des émotions plus délicates que notre langage n'est pas capable d'exprimer. Ce qu'Arnold Schoenberg, donc vous voyez, on ne s'était pas passé le mot, dans une lettre à Busoni, autre compositeur quand même je trouve très intéressant par rapport à sa réputation. Donc ce qu'Arnold Schoenberg, dans une lettre à Busoni de 1909, approfondit avec une très grande clairvoyance phénoménologique, je cite, « Il est impossible pour une personne de n'avoir qu'une seule émotion à la fois. On en a des milliers en même temps. Et ces milliers d'émotions ne se laissent pas plus facilement additionner, par exemple, qu'une pomme avec une poire. » C'est intéressant parce qu'il fait référence à des déterminations qualitatives. Elles se dispersent, et cette diversité, cette multiplicité, cet illogisme que montrent nos sens, c'est cela que j'aimerais avoir dans ma musique. Donc l'artiste découvre dans l'impression une et simple donc un horizon de potentialité infinie. Cet horizon n'est pas saisi à partir de potentialités déjà disponibles, mais l'artiste se laisse guider à partir de son impression. Là encore, je voudrais le dire à partir d'une expression extrêmement simple, qui d'ailleurs est un souvenir d'apprentissage du violon. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'une impression peut se transformer en ce que j'appelle une potentialité, c'est-à-dire dans un pouvoir subjectif. Je le disais par rapport au goût de la cerise, j'ai goûté une cerise et je suis capable de produire le fantasme du goût de la cerise. Mais moi je me rappelle quand j'apprenais à jouer du violon, parfois le professeur prenait mon bras ou ma main et la manipulait. Et donc je sentais le mouvement de mon corps, mais qui n'était pas un mouvement volontaire, comme dirait Mendelbrand. J'étais juste entièrement, je subissais quelque chose, et en subissant cette chose, peu à peu, je devenais capable de la produire. Alors que c'est un vécu complètement différent en réalité. Et donc ça, c'est très très étrange, c'est un grand mystère anthropologique. Ce que nous ressentons comme impression peut devenir expression. Il y a une conversion de l'impression en expression. Et je pense que c'est ça le sens de la composition. Dans ce que j'appelle, je suis désolé parce que j'accumule des trucs que j'invente, hein, mais j'en profite parce qu'on est entre nous, c'est ce que j'appelle vous êtes les victimes innocentes de mes délires interprétatifs, mais c'est ce que j'appelle une réflexion praxique. C'est-à-dire que
traditionnellement, on considère que le modèle de la réflexion, c'est le miroir en réalité. C'est marrant parce que des fois, j'ai des élèves qui font une faute d'orthographe, où on voit que la réflexion est la réflexion. Et c'est très vrai. La réflexion, c'est le regard de l'esprit se retourne et constate de manière distante et indifférente d'une certaine ce qui se passe en lui. C'est un peu l'image que c'est Épictète qui dit attention, tu vas me casser la jambe. Vous savez, son maître le torture et il met sa jambe dans un instrument de torture, il plie, puis lui il dit à son maître attention, tu vas me casser la jambe. Voilà, tu vas te casser la jambe. Maintenant, tu es bien avancé d'avoir un esclave avec une jambe cassée. Et vous voyez, cette espèce de distance indifférente à soi, c'est la réflexion, qui se voit de loin. Et en réalité, la réflexion, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on réfléchit, c'est pas ça qui se passe. Quand on réfléchit, en réalité, on fait ce que je viens de dire avec le bras. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose d'impressionnel en nous et on le reprend activement et on finit par en faire un pouvoir subjectif. C'est-à-dire quelque chose qu'on arrive à produire par nous-mêmes. Et voilà ce que font les artistes dans la composition. Ils éprouvent une impression tout à fait singulière, le coucher de soleil sur Moscou, ce qui m'arrive, je suis sidéré, impuissant, anéanti par ce que je sens, je ne suis plus que ce que je sens, et puis la rumination. Peu à peu, je me le réapproprie, je le reconstruis. Et alors ça correspond exactement aux 3 moments de l'analyse de la composition par Philippe, l'événement, que les dadaïstes appellent le hasard, c'est-à-dire le surgissement d'une altérité, la réflexion praxique ensuite consiste à analyser cette impression, à voir toutes les potentialités qui étaient impliquées en elle, à les dissocier les unes des autres, à les essayer, presque comme quand on fait une expérimentation scientifique, on fait varier des paramètres les uns après les autres pour voir quels paramètres sont interdépendants ou pas, quels sont les paramètres qui ont une covariation ou pas. Et puis, ensuite, la reconstruction de cette impression dans ce qu'on pourrait appeler un énoncé artistique qui se propose comme un chemin d'expérience. C'est-à-dire, voilà ce qui m'est arrivé comme impression, j'ai reconstruit, ou plutôt composé, si je veux respecter les termes dans leur distinction, j'ai fait une composition, et cette composition, c'est l'ensemble de toutes ces potentialités que j'ai pu identifier et qui, mises ensemble, produisent une impression absolument singulière qui est celle que porte mon œuvre et qui est donc un témoignage de l'événement qui a surgi au début. Voilà, j'ai fini. J'aurais eu quelques petites choses à dire en plus, mais c'est de la métaphysique et c'est pas très intéressant ni pertinent.